Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a des moments dans la vie où quelque chose d'inexplicable se produit. Une coïncidence qui défie toute logique, une rencontre improbable qui tombe au moment parfait, une suite d'événements qui semblent orchestrés par une force invisible. Est-ce vraiment le hasard? Ou est-ce un message caché que nous refusons de voir? Carl Jung appelait cela la synchronicité, un concept qui va bien au-delà des simples coïncidences. Pour lui, ces événements apparemment aléatoires étaient en réalité des signaux, des indices que la vie elle-même nous envoie pour nous guider vers un chemin plus aligné avec notre véritable essence. Une conversation avec un inconnu qui éclaire soudain une décision difficile, un livre qui tombe entre vos mains au moment précis où vous en avez besoin, ou encore un rêve étrange qui trouve un écho troublant dans votre réalité éveillée. L'histoire la plus célèbre de Jung sur la synchronicité illustre parfaitement ce phénomène. Il recevait en consultation une femme profondément rationnelle, enfermée dans une logique rigide qui empêchait toute thérapeutique avancée. Un jour, elle lui raconte un rêve où un scarabée doré lui apparaît. Pendant qu'elle parle, un bruit se fait entendre à la fenêtre du cabinet. Jung se lève, ouvre la fenêtre et un scarabée doré, l'insecte même dont elle rêvait, vole dans la pièce. Ce moment brise son carcan mental. Pour la première fois, elle est confrontée à quelque chose qui défie sa vision du monde. C'est à partir de là que la thérapie a réellement pu progresser. Mais la synchronicité n'est pas réservée aux cas cliniques ou aux situations exceptionnelles. Elle est présente dans notre quotidien, encore faut-il apprendre à la reconnaître. Pensez à ces instants où vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et voilà qu'il vous envoie un message ou que vous le croisez par hasard. Ces moments-là, bien que troublants, ne sont pas de simples hasards. Ils sont des portes ouvertes sur une réalité plus vaste, une connexion entre notre esprit et un ordre invisible. Jung voyait dans ces expériences une preuve que notre conscience est bien plus profonde qu'on ne le croit. Loin d'être de simples illusions, elles témoignent d'un dialogue entre notre monde intérieur et l'univers lui-même. Un dialogue que nous ignorons trop souvent, enfermé dans notre rationalité. Alors, comment reconnaître et interpréter ces signes? Comment différencier une simple coïncidence d'un véritable message du destin? La réponse se trouve dans notre capacité à être réceptifs. Lorsque nous cessons d'ignorer ces petits événements et que nous nous ouvrons à leur signification, nous réalisons qu'ils ont toujours été là. Ils attendent simplement que nous les voyions pour nous révéler le chemin à suivre. Nous avons tendance à croire que nos pensées, nos rêves et nos expériences sont uniques, façonnés uniquement par notre personnel vécu. Mais qu'en est-il si une partie de notre esprit était en réalité partagée avec toute l'humanité? Carl Jung a introduit un concept fascinant, l'inconscient collectif. Contrairement à l'inconscient personnel, qui est composé de souvenirs et d'expériences individuelles refoulées, l'inconscient collectif est une mémoire universelle, une immense bibliothèque d'images, de symboles et de récits que nous portons tous en nous, quelle que soit notre culture ou notre époque. C'est ici que résident les archétypes. Des modèles ancestraux, des figures universelles qui influencent nos pensées et nos comportements sans que nous en ayons conscience. On les retrouve partout, dans les mythes, les contes, les films et même dans nos propres rêves. Le héros, par exemple, est un archétype omniprésent. De Gilgamesh à Harry Potter, en passant par Luke Skywalker, le héros traverse une quête initiatique, affronte des obstacles et revient transformé. Ce schéma narratif est inscrit en nous, car il reflète notre propre parcours de vie. Chaque fois que nous sommes confrontés à une épreuve, que nous devons surmonter nos peurs pour évoluer, nous incarnons cet archétype. Mais il y en a bien d'autres. Le sage, qui possède la connaissance et guide le héros. L'ombre, cette partie cachée de nous-mêmes que nous préférons ignorer. L'anima et l'animus, qui représentent les aspects féminins et masculins de notre psyché et influencent nos relations et nos désirs. Ces archétypes ne sont pas de simples idées abstraites.
ils prennent la vie dans notre quotidien. Chaque fois que nous faisons face à un choix difficile, que nous ressentons un conflit intérieur ou que nous nous sentons inexplicablement attirés ou repoussés par quelqu'un, c'est souvent l'un de ces archétypes qui se manifeste. Mais pourquoi ces images universelles existent-elles en nous? Selon Jung, elles sont le produit de l'évolution psychique de l'humanité. À travers les âges, certaines expériences fondamentales se sont inscrites dans notre collectif psyché, façonnant nos instincts, nos rêves et même nos aspirations les plus profondes. Prendre conscience de l'inconscient collectif, c'est comprendre que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. Nos doutes, nos peurs et nos espoirs ne sont pas uniquement les nôtres. Ils sont ceux de milliers de générations d'avant nous, de milliards d'êtres humains qui ont marché sur cette terre avant nous. Il y a en nous une partie que nous préférons ignorer, une zone d'ombre où s'accumulent nos peurs, nos colères refoulées, nos désirs inavoués. Cette part invisible de nous-mêmes, Carl Jung l'appelait l'ombre. L'ombre est tout ce que nous avons appris à rejeter, soit parce que la société nous l'a imposé, soit parce que nous avons peur d'affronter certaines vérités sur nous-mêmes. C'est cette agressivité que nous réprimons, ce désir d'indépendance que nous étouffons, cette jalousie que nous refusons d'admettre. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle s'enfouit dans l'inconscient, influençant nos comportements sans que nous nous en rendions compte. Elle se manifeste de manière subtile, parfois par la projection. Ce qui nous irrite le plus chez les autres est souvent le reflet de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Nous critiquons quelqu'un pour son arrogance, alors que nous réprimons notre propre besoin de reconnaissance. Nous méprisons la fragilité d'un autre, alors que nous avons peur de notre propre vulnérabilité. L'ombre n'est pas seulement négative, elle contient aussi un immense potentiel de transformation. Car en l'acceptant, en la confrontant, nous pouvons libérer une force cachée en nous. Jung affirmait que ce que nous n'affrontons pas dans notre inconscient revient sous forme de destin. Ignorer l'ombre, c'est lui laisser le contrôle. Alors comment l'apprécier? En cessant de fuir ce qui nous dérange en nous. En observant nos réactions face aux autres, en acceptant nos contradictions, en transformant ces aspects refoulés en forces créatrices. L'ombre n'est pas notre ennemi. Elle essaie la clé vers un soi plus authentique. Nous passons notre vie à nous chercher, à tenter de comprendre qui nous sommes vraiment. Mais cette quête ne peut être complète sans explorer ces dimensions cachées de notre être. La synchronicité, l'inconscient collectif et l'ombre sont autant de portes vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. La question est, êtes-vous prêt à les ouvrir? Il y a un moment dans la vie où l'on ressent un profond décalage entre ce que l'on montre au monde et ce que l'on est vraiment. Comme si notre existence était dictée par des forces extérieures, des attentes, des rôles sociaux, des peurs refoulées. Ce sentiment de ne pas être pleinement soi-même, de jouer un rôle sans en comprendre la finalité, est un appel à l'éveil, à la transformation. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'individuation ne signifie pas devenir un individu isolé. Il ne s'agit pas de se détacher des autres ou de construire une identité artificielle. C'est un chemin de retour vers soi, une quête de complétude qui consiste à intégrer toutes les facettes de notre être, y compris celles que nous avons rejetées, ignorées ou dont nous n'avons même pas conscience. Ce processus commence par une prise de conscience. La plupart des gens vivent en s'identifiant à leur ego, cette partie consciente de notre psyché qui croit tout contrôler. Mais l'ego est limité. Il ne représente qu'une infime portion de notre être. Derrière lui se cache un monde bien plus vaste, peuplé d'archétypes, de désirs inavoués, de peurs profondes, de vérités refoulées. Ce monde, c'est l'inconscient.
Le premier défi de l'individuation est donc de reconnaître que nous ne sommes pas seulement notre ego, que derrière nos choix, nos pensées et nos émotions se cache une mécanique bien plus complexe, influencée par des forces inconscientes. Cette prise de conscience est souvent brutale. Elle survit lors d'une crise existentielle, d'un événement qui bouleverse nos certitudes, d'un choc émotionnel qui fissure notre masque social. C'est alors que surgit l'ombre. Tous ces aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés refont surface avec force. Nous nous retrouvons confrontés à nos contradictions, nos pulsions, nos parts d'ombre que nous avons tenté d'entrer. C'est une étape douloureuse, mais essentielle, car il n'y a pas d'évolution sans confrontation. L'individuation passe ensuite par l'intégration des archétypes. Ces figures universelles ne sont pas seulement des symboles abstraits, elles sont des forces vivantes qui influencent nos décisions et nos aspirations. Le héros qui nous pousse à dépasser nos limites, le sage qui nous guide dans nos moments d'égarement, l'anima ou l'animus qui façonne nos relations amoureuses. En apprenant à reconnaître ces archétypes en nous, nous cessons d'être leurs marionnettes et devenons les acteurs de notre propre transformation. Mais le chemin de l'individuation ne s'arrête pas là. Il conduit vers une rencontre ultime, le soi. Le soi est la totalité de notre être, l'union harmonieuse entre notre conscience et notre inconscient. C'est l'état d'équilibre où nous ne sommes plus en guerre avec nous-mêmes, où nous acceptons pleinement qui nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Atteindre cette intégration n'est pas une fin en soi, mais un processus constant. Il ne s'agit pas de se détacher du monde, mais d'y être pleinement ancré, en accord avec notre véritable nature. L'individuation nous libère des attentes extérieures, des illusions de l'ego, des conditionnements qui nous enferment. Elle nous permet de vivre authentiquement, en pleine conscience de nous-mêmes. Alors, êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Chaque nuit, nous plongeons dans un monde mystérieux, un monde où les lois du temps et de l'espace s'effacent, où des visages inconnus nous parlent, où des symboles étranges apparaissent sans raison apparente. Ce monde, c'est l'univers des rêves. Pour Carl Jung, les rêves ne sont pas de simples productions absurdes du cerveau. Ils sont des messages codés, envoyés par notre inconscient, des fragments de vérité qui émergent à la surface de notre esprit endormi. Ils contiennent les clés de notre évolution, des indices sur nos désirs refoulés, nos conflits internes, nos peurs profondes et nos aspirations secrètes. Les rêves ont plusieurs fonctions essentielles. L'une d'elles est la compensation. Lorsque nous nous enfermons dans un état d'esprit trop rigide, nos rêves viennent rétablir l'équilibre. Une personne excessivement rationnelle peut voir surgir des images chaotiques et émotionnelles, comme un appel à se reconnecter à son intuition. Un individu qui refoule sa colère peut rêver de situations de confrontation où il est poussé à affirmer sa voix. Mais les rêves ne se contentent pas de corriger nos déséquilibres. Ils jouent aussi un rôle précurseur. Certains rêves annoncent des transformations à venir. Ils nous montrent des chemins que nous n'avons pas encore explorés, des solutions que notre esprit conscient refuse de voir. L'interprétation des rêves repose sur les archétypes. Des symboles comme l'eau, le feu, les animaux ou les figures mythologiques reviennent sans cesse, non par hasard, mais parce qu'ils sont inscrits dans l'inconscient collectif. Un serpent peut représenter la transformation. Une maison en ruine peut signifier la nécessité de reconstruire une partie de soi. Une rencontre avec un vieil homme peut symboliser la sagesse émergente. Apprendre à écouter ses rêves, c'est entrer en dialogue avec soi-même. C'est décoder les messages que notre esprit envoie chaque nuit et comprendre ce que notre inconscient tente de nous révéler. Les rêves sont des guides, des portes ouvertes vers notre vérité intérieure. Encore faut-il oser les franchiser. Nous croyons souvent que nos relations sont basées uniquement sur la réalité objective,
sur ce que nous voyons, révélons et comprenons consciemment. Pourtant, une force bien plus subtile est à l'œuvre, le transfert. Le transfert, c'est ce mécanisme par lequel nous projetons sur les autres nos émotions refoulées, nos attentes inconscientes, nos blessures non résolues. Nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont, mais à travers le prisme de notre propre psyché. Par exemple, une personne ayant eu une relation conflictuelle avec un parent autoritaire peut inconsciemment projeter cette dynamique sur son patron ou toute figure d'autorité. Quelqu'un ayant été trahi peut s'attendre à être trahi à nouveau, même en l'absence de preuves concrètes. Ce phénomène ne se limite pas aux relations personnelles. Il influence également nos perceptions du monde, nos choix et même nos réactions face aux événements de la vie. Plus nous sommes inconscients de ces mécanismes, plus nous sommes prisonniers de schémas répétitifs. Mais il existe une solution, la prise de conscience. En observant nos réactions émotionnelles disproportionnées, en analysant nos schémas relationnels, en explorant ce que nous projetons sur les autres, nous pouvons briser ces cycles et reprendre le contrôle. Le transfert est une occasion unique de mieux nous comprendre. Chaque personne qui nous déclenche, chaque situation qui nous perturbe est un miroir qui reflète une partie de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrée. Ainsi, au lieu de voir le transfert comme un piège, voyons-le comme une opportunité de grandir, de se libérer du poids du passé et de bâtir des relations plus authentiques. Nous ne sommes pas condamnés à répéter indéfiniment les mêmes schémas. Nous avons le pouvoir de nous éveiller, de transformer notre regard et de prendre conscience des forces invisibles qui influencent notre vie. Tout ce que nous avons exploré, la synchronicité, l'inconscient collectif, l'ombre, l'individuation, les rêves et le transfert, sont autant de clés vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Mais une question demeure. Que ferez-vous de ce savoir ?